Bienvenue sur TV des entrepreneurs. Je reçois aujourd'hui Daniel Neury. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans notre vie de tous les jours constamment interrompus, sollicités, que ce soit par des coups de téléphone, des SMS ou des emails. Et on a l'impression à la fin de la journée de ne pas avoir été efficace, de ne pas avoir réussi à faire tout ce qu'on avait prévu de faire. Et partant de ce constat, vous avez décidé de mettre en place une méthode que vous avez appelée la méthode Statera. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques lignes cette méthode et d'abord pourquoi ce nom de Statera ? Oui, alors effectivement, donc moi je me suis intéressé à la question depuis bien longtemps, avant même les emails et les SMS. Et en fait, j'ai été gêné parce que je lisais dans des ouvrages, parce que certains m'expliquaient plutôt pourquoi je n'y arrivais pas, ou d'autres me décrivaient en fait la situation idéale, mais sans le chemin pour y arriver. Les clés. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, j'ai créé moi-même ma méthode à partir de mon expérience, que bien sûr j'ai perfectionné au fil du temps et que je continue évidemment de perfectionner. Et donc j'ai assez vite modélisé la méthode en prenant l'image du bras de levier, et ce qui m'a rappelé en fait la balance romaine qu'on voyait autrefois sur les marchés, où on soupèse et en faisant coulisser un poids. Et en cherchant des images de balance romaine, j'ai découvert qu'elle s'appelait également Statera, qui était son autre appellation, qui était un mot facile à retenir et qui pouvait servir pour nommer la méthode. Donc peut-être que je peux vous présenter, c'est le modèle. Donc vous voyez, sur le bras de levier, en fait, plus près de l'axe, il y a un gros pavé, on va dire, qui est notre quotidien. Donc notre quotidien, c'est ce qui va nous prendre 80 à 90% de notre temps, mais c'est pas forcément ce qui nous fait le plus avancer. Puis un peu plus loin, sur notre axe, il y a notre pavé qui concerne la clarification des objectifs, la mise en œuvre des plans. Donc c'est là où on veut aller. Donc c'est plus l'aspect vision, alors que le quotidien est plus sur l'aspect action. Et puis il y a un dernier pavé qui va être notre connaissance personnelle, notre fonctionnement intime, notre psychologie, nos valeurs, nos priorités majeures. Donc ça, c'est plutôt ce qui va nous motiver, pourquoi on veut faire les choses. Donc quand on regarde le schéma, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir également que l'action doit être en cohérence avec les objectifs. Parce que si j'agis mais que ça ne fait pas avancer mes objectifs, ça va pas aller, c'est pas forcément bien. Et puis que nos objectifs doivent être cohérents avec notre fonctionnement intime, nos valeurs, parce que sinon on va être en conflit intérieur. Donc il y a cette approche de cohérence descendante, on va dire, les valeurs vers les objectifs et les objectifs vers l'action. Et en même temps, en allant dans l'autre sens, sur le schéma, on voit que ce qui est plus loin sur le bras de levier, c'est ce qui donne du sens à ce qu'on fait. Donc il est important de chercher à donner du sens à des actions. Pourquoi est-ce que je le fais ? Mais alors concrètement, comment ça se passe au quotidien ? Là, par exemple, ma journée commence à 8h. Comment dois-je l'organiser pour, à la fin de la journée, avoir été efficace sans forcément travailler plus ? Voilà, alors la première des choses à faire, c'est de faire un plan de journée. Alors soit vous l'avez fait la veille, ce qui est encore mieux, soit vous le faites le matin. Donc c'est en fait lister toutes les tâches que vous allez faire en leur donnant un ordre. Et cet ordre, effectivement, il va dépendre de vos priorités, de ce qui est important. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et puis de vos contraintes, parce que vous avez forcément des rendez-vous ou des réunions qui vont arriver. Et puis voilà, donc la première des choses, c'est de se fixer un plan de journée et de s'y tenir. Et l'intérêt également du plan de journée, d'abord, c'est qu'on se voit avancer. On n'oublie pas des choses qu'on pouvait peut-être... parce que le moment où on fait le plan de journée est dissocié du moment où on agit. Donc là, on a plus d'énergie pour dire voilà ce que je veux faire. Et quand on le déroule, en fait, c'est comme si on avait composé la partition et qu'ensuite on joue la musique. On est plus concentré sur la tâche en cours parce que les autres tâches, on sait qu'elles vont venir, mais on les a mises de côté dans le plan. Donc ça libère un peu plus d'énergie pour pouvoir réaliser la tâche en cours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le principe de l'interruption ? Alors effectivement, donc vous avez fait votre plan de journée, donc tout va bien, mais malheureusement, vous savez bien que tout ne va pas se passer comme prévu. Mais moi qui ai fait beaucoup de management de projet, j'ai dit toujours, un projet, ça ne se déroule jamais comme on l'a prévu. Mais c'est pas pour autant qu'on ne fait pas des plannings, etc. Au niveau de la personne, c'est exactement la même chose. Donc on va être interrompu. Donc déjà, il y a une chose qui est de distinguer qu'il y a 3 niveaux d'interruption. Le premier niveau, c'est une interruption, on vient vous voir pour information, on dit « Ah tiens, tu es au courant, il y a ça qui vient d'arriver ». Bon, ça, c'est pas trop impliquant. Le deuxième niveau, on va vous demander votre avis. « Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et puis, le troisième niveau, on vient vous interrompre pour action. Est-ce que tu ne pourrais pas faire ça ? Alors, première des questions, c'est de vous poser, est-ce que c'est vraiment à moi de le faire ? Est-ce que c'est dans ma responsabilité ? La deuxième question que vous pouvez vous poser, quelle forme ça doit prendre ?
C'est-à-dire, est-ce que ça va être une réponse que je dois faire en une page, sous forme d'un mail, sous forme d'un dossier, dans quel délai est-ce que je dois le fournir? Et donc, à ce moment-là, parce que le risque, ça va être de partir tête baissée, sans avoir posé la question à l'autre, et de rendre finalement peut-être une réponse ou un résultat qui ne correspondait pas du tout à ce qu'il veut. Donc, première partie, c'est de négocier, effectivement, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Si c'est une tâche qui fait moins de 5 minutes, autant la traiter. Donc, il faut prendre les interruptions un peu avec souplesse, comme le roseau et le vent. Il faut savoir être souple. Et puis, savoir qu'il y en aura dans la journée, de toute façon. Sinon, c'est de le mettre à la fin de la tâche qu'on est en train de traiter. Ou sinon, ça va être en fin de journée ou au lendemain. Ça va dépendre, en fait, de ce qu'on est en train de faire. Mais une fois qu'on a compris à peu près comment ça fonctionne, ça devient quand même un peu plus facile. Alors, vous préconisez quelque chose qui peut paraître assez étonnant, qui est de rechercher la difficulté, alors qu'instinctivement, on a plutôt tendance à aller vers la facilité. Alors, pour quelle raison vous préconisez ça? Effectivement, notre tendance naturelle, ça va être de faire quand même ce qui est plutôt facile. Le plus facile. Néanmoins, ce qui risque d'arriver, pour l'avoir vécu notamment dans une réunion où j'ai assisté à un directeur de projet, qui dit, on va commencer par ce point de l'ordre du jour qui est le plus facile. Et ce qui s'est passé, évidemment, la réunion a traîné. On est resté sur ce point de l'ordre du jour qui était facile, et arrivé à la fin de la réunion, les points difficiles n'ont pas été traités. Donc c'est la même chose au niveau de votre plan de journée. Si vous ne mettez pas les points importants en premier, ils risquent de ne jamais être traités. Ils vont être phagocytés par des détails, des détails, etc. Et une autre raison, c'est que je prends souvent l'image du vélo. Quand on fait des courses à vélo, c'est dans les côtes qu'on fait la différence. C'est pas sur le plat. Donc, si on recherche les difficultés, alors je cite des exemples comme ceux de Donald Trump qui dit je recherche les appels d'offres les plus difficiles parce que c'est là où il y aura le moins de concurrence et peut-être que les marges sont plus élevées. Et de Bill Gates qui dit de temps en temps dans l'entreprise, dans l'année, je fais des réunions de problèmes difficiles. Je ne l'ai pas rencontré souvent pour avoir vécu dans les entreprises. Donc, c'est vrai qu'également, on n'est pas toujours en état de pouvoir commencer la journée par le plus difficile. Donc, il faut être effectivement dans un état de forme important. Sinon, il faut pouvoir redémarrer parce que nous arrive tous d'être parfois en état de difficulté, d'avoir, comme on dit, d'avoir besoin de reprendre son souffle, d'avoir la tête sous l'eau. Et donc là, il faut redémarrer par des choses plus faciles à faire, à traiter. Et puis petit à petit, donc par exemple, moi, c'est de faire du physique, c'est de faire du rangement, c'est de faire des choses qui ne sont pas prenantes intellectuellement, comme faire de la gestion ou faire des comptes, des choses comme ça. Et petit à petit, mécaniquement, on se remet en route. Et là, on va pouvoir reprendre en étant dans un niveau d'énergie plus élevé. Alors, parallèlement à cette recherche de difficultés, vous préconisez de fuir la perfection. Là encore, pour quelle raison ? La perfection, c'est un risque de ne jamais aboutir et d'y passer beaucoup de temps. Alors, c'est vrai que sur n'importe quel sujet, on peut très bien se dire oui, mais là, c'est peut-être pas tout à fait fini. Je cite toujours l'exemple d'un créateur d'entreprise qui voulait mettre sur le marché un logiciel pour les agents d'assurance. Au bout de 2 ans, il l'avait toujours pas fait parce qu'il disait qu'il n'était pas au point. Donc, il y avait aussi certainement un manque de confiance en lui. Donc, c'est aussi à nous de dire là, ça allait, jusque-là, c'est bon et je m'arrête. Et donc, pour se dire qu'on a fini, une des moyens de matérialiser qu'on a clos, parce que la clôture est également un des principes importants de la démarche, c'est de mettre la balle dans l'autre camp. Et donc, c'est de livrer. Si c'est un courriel, je l'ai envoyé. Si c'est un compte rendu de réunion, je l'ai envoyé. Si c'est un dossier, même si c'est imparfait. Mieux vaut de l'imparfait réalisé. Il faut faire le maximum, mais sans aller vers l'utopique, on va dire, vers quelque chose qui serait parfait. Ce sera toujours mieux que de jamais rendre un travail, mais qui serait parfait. Voilà, donc après, c'est entre la concurrence, entre la perfection et l'aboutissement, à un moment donné, il faut livrer. Surtout parce qu'on a des contraintes de délai qui sont réparties. Alors tout ça, ça suppose de se changer. Comment puis-je faire pour me changer ? Alors effectivement, se changer, c'est pas évident. Ça veut dire qu'on ne va pas s'y prendre comme on était avant. Donc la première des conditions, c'est d'avoir le désir. Si effectivement je me sens bien dans ce que je fais, pourquoi vouloir changer le désir de changement. La deuxième des conditions, c'est d'imaginer que c'est possible. Est-ce que d'autres y sont arrivés ? Donc pour ça, une des façons de se rassurer, c'est de trouver des modèles, de gens qui l'ont déjà fait. Et donc je cite l'exemple de l'athlète américain Dick Fosbury qui a créé une nouvelle technique de saut en hauteur qui porte son nom. Donc ce jour-là, il était champion olympique. Et qu'ont fait les autres après ? Ils l'ont imité, ils l'ont copié. Ils l'ont copié parce que c'était possible et qu'en même temps, ils amélioraient les performances. Donc d'un certain point de vue,
La méthode que je préconise, elle fait état d'expériences qui ont été testées, qui ont été démontrées et qui marchent. Donc c'est un modèle. La troisième des conditions, ça va être de se donner les moyens, donc soit de suivre un séminaire, soit d'acheter un livre par exemple, ou une méthode. Et la quatrième et dernier point, et sans doute le plus important, c'est de s'y mettre. Voilà, de passer à l'action. C'est de passer à l'action. Donc, au final, vous engagez la responsabilité individuelle de chacun. Vous dites qu'il faut passer à l'action. Et donc, passer à l'action, ça nécessite de faire des efforts. Donc, il n'y a pas de réussite de toute façon sans effort. L'intérêt étant juste de déplacer ces efforts. Voilà, alors c'est ce que j'ai peut-être pas cité quand j'ai présenté la méthode avec le schéma du Mann-Levy, c'est qu'on voit qu'effectivement, l'important c'est de déplacer ses efforts, c'est-à-dire ne pas rester concentré sur son quotidien, prendre du temps pour clarifier ses objectifs, où on veut aller. Le quotidien, c'est en gros, c'est l'image aussi de la voiture, c'est savoir conduire jusqu'au prochain virage. Et l'objectif, c'est pour aller où, hein, c'est la notion d'objectif, d'itinéraire, d'étape, par où est-ce que je vais passer. Alors un des intérêts de clarifier les objectifs, c'est à partir du moment où on les a clarifiés, on se met à capter des choses, des informations qu'on ne voyait pas forcément avant. Donc quand j'explique ça en séminaire, bon, par exemple, il y a une participante qui m'a dit ah ben oui, ça me rappelle quand j'étais enceinte, je me suis mis à voir des femmes enceintes partout. Donc en fait, il n'y en avait ni plus ni moins qu'avant, évidemment, mais elle a capté les informations. Elle était plus réceptive à cette information. Voilà. Et un autre participant, une autre fois, a dit ah ben moi, c'est les poussettes d'enfants. Parce que maintenant, j'en ai une et je vois des poussettes d'enfants partout. Donc à partir du moment où vous avez clarifié votre objectif, vous allez capter des informations en rapport avec votre objectif, donc qui vont vous aider à l'atteindre, à le résoudre. Donc vous allez trouver des réponses. Et en même temps, de ce fait-là, comme vous allez être concentré sur votre objectif, ça va aussi permettre de filtrer les centaines, voire les milliers d'informations que vous recevez quotidiennement et qui sont des informations parasites et qui peuvent vous détourner de votre objectif. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en clarifiant l'objectif, vous avez fait un petit effort. Hein, donc là, on a bien déplacé l'effort, mais ça va vous aider, vous aider en fait à aller vers où vous voulez aller, à répondre à la question de la vision, vers où est-ce que je veux aller, comment j'y arrive. Et puis prendre un autre temps qui est peut-être, il va prendre plus de temps en délai et prendre moins de temps en travail au niveau d'une meilleure connaissance de soi. Et ça peut se faire tous les jours, même si on est dans le train ou le soir, même avant de s'endormir, etc. Et alors, pour revenir effectivement sur la responsabilité individuelle, il faut bien comprendre que si on a des problèmes, ils ne viennent pas forcément des autres. Hein, et que si on veut agir sur soi, on a déjà un champ immense de possibilités d'évolution, et que c'est en se prenant soi-même en charge, en étant responsable, bien sûr, ça va demander une certaine forme de discipline. Et il faudra y consacrer un petit peu de temps. Du temps. Mais du temps qui va être en effet de levier, qui va permettre d'être plus efficace. Merci Daniel Neury pour toutes ces explications. J'invite ceux qui sont intéressés par la méthode Statera à se procurer le livre Plus efficace sans travailler plus aux éditions Vuibert. Ils peuvent également se rendre sur vos sites internet www.extraland.com ou www.statera.fr pour accéder directement à la méthode. Merci. Merci.